Bonjour Émilie. Est-ce que tu pourrais te présenter, Alexandre? Bah écoute, comme je dis, je m'appelle Alexandre, j'ai 35 ans là dans une semaine et je suis actuellement pilote dans la compagnie Oyonnax. Voilà, Alors, c'est un très beau métier. merci. Alors, il y a pas très longtemps, moi, j'ai vu une très jolie photo de toi quand tu étais tout petit. Est-ce que tu pourrais nous la décrire et évoquer ce que ça te dit? Bah écoute, c'est une photo qui date du Sénégal, donc je suis né au Sénégal, j'ai vécu 10 ans là-bas. J'avais 4 ans. C'est mon premier vol en ULM. Voilà, mon père m'avait offert ce baptême-là parce que j'ai toujours été autant passionné par l'avion. Dès que je voyais un avion qui volait, ça m'évoquait vraiment le rêve total. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon premier vol dans un ULM pendulaire à ce moment-là. Donc pour moi, c'était vraiment une aventure incroyable. À ce moment-là, je pense que je m'en rendais pas compte. J'aurais pas pensé qu'aujourd'hui j'en serais ici avec cette photo-là. Et, euh, et c'est vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que le virus s'est déclenché, quoi. Voilà. Donc, du coup, dans la logique des choses, tu te dis qu'après le bac, tu vas être pilote, non? C'est ça. Alors j'ai fait un bac pro électrotechnique. Euh, le but pour moi, c'était d'être pilote, mais j'avais pas encore je pense que je réalisais pas encore vraiment que c'était le métier que je voulais faire, même si j'ai toujours gravité autour de ça. Mais j'ai tenté ma chance pour entrer dans l'armée. À ce moment-là, parce que j'ai une famille militaire, donc ça a fortement aidé à ce que je suive un peu le rail. Voilà. Je me suis inscrit et donc je suis allé voir dans un centre d'information de l'armée et j'ai postulé pour faire pilote. D'accord. Sauf que à ce moment-là, ça n'a pas été accepté parce que j'avais un bac pro électrotechnique. Et à ce moment-là, il fallait un bac pro général, enfin un bac général. D'accord. Voilà. Tu savais pas au moment où tu as fait ça, on t'avait pas expliqué? Non, on m'avait pas trop expliqué. Et puis j'avais de la famille dans le milieu, mais ça remontait quand même vraiment dans le passé. C'était vraiment très loin. Entre le moment où j'ai grandi, j'avais personne qui était dans l'armée. Donc voilà, donc c'était vraiment un milieu que j'allais redécouvrir un petit peu à travers ce qu'on me disait. Voilà. Donc là, du coup, à partir de ce moment-là, tu rentres tout de suite dans l'armée après tes études, après ton bac ou? Alors je suis pas rentré de suite, je suis rentré un an après, parce que comme je t'ai expliqué, ça a été long. Le fait que donc j'ai un bac pro électrotechnique, ça marchait pas à ce moment-là. Donc ils m'ont proposé de faire autre chose, donc technicien aéronautique, donc ce qui était toujours dans les avions. Donc pour moi c'était vraiment, dans tous les cas c'était le bon compromis, mais c'était pas pilote. Mais à ce moment-là j'étais vraiment super content et pour moi le chemin était tracé. J'avais juste à rentrer et continuer essayer de poursuivre le rêve et peut-être après essayer de raccrocher un métier de pilote. Je suis rentré en tant que technicien aéronautique sur Atlantique 2, voilà, sur l'avion D'accord. sur lequel j'étais quand j'étais dans la marine. C'était la Voilà. question que j'allais te poser après. Sur quel Voilà, bah avion tu écoute, as je t'ai travaillé? devancé. Ok. Donc Mais comme je disais, j'étais sur Atlantique 2. J'ai fait un peu plus de 10 ans dans l'armée, j'ai fait 11 ans. Voilà, d'accord. exactement. Je suis rentré en 2012 et je suis parti en 2023. Voilà. Donc ça a été une aventure incroyable. Vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Et puis c'était vraiment quelque chose que je pourrais jamais vivre dans le monde civil, quoi. Vraiment. Bon, bah, ça, c'est très joli, mais on en reparlera un petit peu Ouais. après de ce que l'armée t'a apporté. Oui, donc du coup, pendant toutes ces années-là où tu es dans l'armée, par contre, ta passion, elle reste intacte et tu as toujours cette envie de devenir pilote. Est-ce que tu vas repasser des tests? Est-ce que tu vas passer ton PPL? Comment, pendant ces 11 ans, ça va se passer? Bah écoute, ça commence que je débute mon PPL, voilà, parce que parce que voilà, on a fait beaucoup de missions. L'avantage, c'est qu'en partant en mission, on arrive à se faire quand même un peu plus d'argent, donc c'est bien. Et ça m'a permis pour moi de financer mon PPL, que j'ai commencé en 2014, mais avec des pointillés, parce qu'en étant militaire, c'est plutôt compliqué. Et je vivais dans une région donc j'étais en Bretagne. D'accord. Quand on dit Bretagne, en général, on sait à quoi s'attendre, avec la météo, tout ça. Donc ça a été un peu compliqué, plus les missions aussi qui faisaient que j'étais pas souvent là. Donc j'ai commencé par le PPL, ça a mis à peu près 4 ans parce que j'ai arrêté. Ensuite, je suis parti en formation de nouveau dans une base de l'armée de l'air pour faire un brevet d'aptitude technique pour me spécialiser en tant que technicien avionique et vraiment sur les systèmes purs avioniques et électroniques. Voilà. Ce qui m'a ramené à revenir ensuite en unité opérationnelle. Voilà. Et à ce moment-là, je me dis c'est pas possible, il faut vraiment que j'arrive à faire ce métier-là parce que ça me passionne et que j'ai vraiment besoin. Je me vois pas faire autre chose. Je me vois vraiment pas faire autre chose. Donc je me dis je vais tenter de faire le cours et au pan à ce moment-là. Et je tente ma chance. Je tente ma chance. Ça marche parce que en étant interne, il y a peut-être des critères qui sont différents. Je tente ma chance, je passe les sélections. Donc c'est en deux parties, donc je pense que ça a peut-être dû changer maintenant, je sais plus. Mais je fais la partie tout ce qui est à Brest, donc à Crozon, à l'EIP, tout ce qui est partie psychotechnique, anglais.
Malheureusement pour moi, la première fois, ça ne marche pas parce que j'ai pas assez travaillé mon anglais. Voilà, donc travaillez votre anglais, très important. L'anglais, ça n'a pas marché. À l'écrit, ça n'a pas fait. Donc j'ai été éliminé une première fois. Donc là, il a fallu que je me remette parce que c'est quand même un petit choc parce qu'on se prépare vraiment pour des Oui, sélections ça et fait puis mal. au final, on n'est pas pris. Donc je retente l'expérience peut-être un an après. Je me prépare en anglais, je fais tout ce qu'il faut et je repostule. Je repostule et là, donc je passe la première partie de l'EIP et ensuite on t'envoie une fois que tu as passé tout ça, tu passes le sport, les psychotechniques, entretien anglais, écrit et après à l'oral. Et ensuite on part à Toulon. Pour la deuxième partie, là, c'est le simulateur, la grosse visite médicale qui, elle, fait beaucoup de tri, malheureusement, Oui. dans les carrières parce que c'est quelque chose que on peut pas maîtriser. Voilà. Donc, je passe la visite médicale qui se passe très bien, une bonne étape de fête. Et ensuite, je pars passer la partie simulateur. Et malheureusement, à ce moment-là, ça n'a pas marché. J'ai été éliminé, ils en prenaient pas beaucoup à cette année-là, donc j'ai été moins bon, j'ai pas été assez bon, j'ai pas assez bossé. Et malheureusement, bah, c'est sanctionné directement D'accord. par une évaluation. Donc toi, tu es quand même assez persévérant puisque du coup, cette idée-là, elle te reste quand même en tête. Tu veux quand même devenir pilote. Exactement. Mais en fait, ça m'a mis un gros coup au moral d'être vraiment éliminé à ce moment-là parce que j'étais pas loin de pouvoir commencer le cursus, même si après le cursus est très long et on peut être éliminé à n'importe quand. Mais j'étais à deux doigts de pouvoir intégrer ce cursus-là et de continuer. Ça m'a mis un gros coup au moral. Je pense qu'il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'en remettre parce que c'est vraiment un projet d'une vie. Et puis pilote de chasse, c'est vraiment le Graal pour moi. C'était et encore aujourd'hui, même si je suis aujourd'hui pilote, mais c'est quand même le Graal. Et quand je vois des pilotes de chasse, je suis quand même toujours émerveillé. Voilà, c'est incroyable. Mais à ce moment-là, je me dis bon, je laisse passer un peu, j'essaie de digérer un peu tout ça et peut-être 9-10 mois après, je me dis allez, c'est pas grave, t'as échoué pour faire pilote de chasse, mais ça veut pas dire que tu peux pas être pilote. Donc, je décide de passer par la voie civile. Voilà. Donc en passant toute la partie, tout ce qui est ATPL, enfin passer tous les modules. À ce moment-là, j'avais déjà mon PPL. J'ai eu mon PPL en 2019. Donc il y a quand même un delta entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai terminé parce qu'il y a eu des interruptions, tout ça. Donc je me dis, allez, cette partie, cette fois tu vas y arriver, tu donnes tout, donc de toute façon t'as pas le choix. Et je décide de me lancer dans ce cursus de pilote de ligne. Voilà. Donc là, à ce moment, tu es quand même toujours dans l'armée. Donc ton contrat, comment ça se passe? Est-ce qu'il va être renouvelé? Est-ce que c'est toi qui décides de mettre fin? Alors à ce moment-là, je suis dans mon contrat de 4 ans. À ce moment-là, donc j'ai fait un contrat de 4, un contrat de 7. La première partie, c'était donc quartier-maître de la flotte parce que je suis rentré comme technicien aéronautique, mais pas spécialisé sur un domaine. Donc on m'envoie en formation au bout de la troisième année à Rochefort pour que je parte en cursus vraiment avionique pur. Je pars à Rochefort, ça dure à peu près 14 mois. Je reviens, donc je suis affecté en flottille. Donc je reviens sur ATL2, la flottille 23F, voilà, pour ne pas la citer. Et voilà, je fais mon petit bout de chemin et je me dis, il y a un moment, il va falloir que je prenne une décision parce que c'est vraiment ce que je vais faire. Et on m'avait proposé un contrat de 7 ans juste avant que je reparte me former en tant qu'avionique. Donc je fais mon contrat, ça m'a permis moi de mûrir le projet dans ma tête et de me dire bon, tu fais ton contrat, tu continues, toujours en gardant cet objectif-là de faire pilote dans tous les cas, et tu vas tout faire pour acheminer ce projet-là et y arriver. Donc voilà, les 7 ans passent, je continue à voler moi dans le privé, voilà, je passe d'autres qualifications comme tout ce qui est voltige, vol de nuit, voilà, pour au moins avoir des petits prérequis. La voltige c'est toujours un truc en plus, mais c'était surtout pour le plaisir aussi. Et on arrive pas loin des 7 ans. On arrive peut-être un an, 2 ans avant, et je me dis bon, va falloir que je prenne une décision. C'est maintenant qu'il va falloir que je décide si je veux faire ça et si je fonce ou pas. T'as 29 ans à peu près à cet âge-là? J'ai quitté l'armée à 32 ans, donc voilà, j'avais à peu près, j'avais la trentaine. D'accord. Voilà. Donc ce qui est assez tard déjà pour nos conversions parce il faut se remettre en question, clairement. Il faut se remettre en question et se dire est-ce que je suis capable d'aller au bout parce que forcément ça fait longtemps que tu sors du cursus scolaire. Donc il faut se remettre tout ça en tête, même si dans l'armée on est toujours en formation, surtout Oui. dans le métier que j'avais, on est tout le temps en formation, donc on sort jamais loin des bouquins, mais il y a quand même une méthodologie d'apprentissage qui est un peu différente et il faut reconnecter un peu tout ça là-haut. Mais du coup, l'armée, ça t'a quand même donné une certaine discipline que t'aurais pas eu dans d'autres métiers, en fait, au final. Bah écoute, pour moi vraiment, comme je disais, l'armée c'est vraiment la meilleure aventure que j'ai eue. C'était ma première expérience vraiment professionnelle. J'ai vécu des choses incroyables. Je suis parti partout. J'ai rencontré des gens formidables. Ça n'a pas toujours été facile, forcément, parce qu'on n'a pas un métier qui est très simple. Donc, on part souvent, on vit des choses qui sont pas toujours évidentes.
Mais c'est une expérience que je renouvellerai si jamais je devais le refaire. Donc forcément, l'armée, je pense que ça m'a donné pas mal de choses qui font que, des qualités qui font qu'aujourd'hui, on en a besoin en tant que pilote. Voilà. D'accord. Donc là, c'est bon, tu quittes l'armée. La première étape, c'est l'ATPL en théorique. Et pas des moindres. Voilà. Comment ça va se passer? Est-ce que tu vas choisir l'option de partir dans une école ou de la faire chez toi? Alors, il y a plusieurs options. Alors, pour le cursus de pilote, il y a différentes options. C'est soit, il y a 3 grands cursus, on va dire. C'est soit on passe par l'ENAC ou les cadets, qui sont des voies royales, qui sont toutes tracées, mais c'est des concours où ils prennent pas beaucoup de monde. Soit la partie, donc là, je rentre un peu plus dans le détail, où la partie, entre guillemets, tu finances ta formation. C'est soit tu le fais en intégré. Donc, en intégré, en fait, le cursus, il faut compter à peu près 2 ans, où tu pars de A à Z. Donc, quelqu'un qui a 0 expérience dans l'aéronautique, il peut rentrer en intégré, faire son cursus, donc il va faire un équivalent du PPL, passer le PPL, la partie ensuite ATPL, donc là c'est toute la théorie, et ensuite la partie pratique. Donc ça c'est de 0 à, en moyenne c'est 18 mois, et on compte 2 ans pour être un peu plus large. Ou sinon la partie modulaire. Cette partie modulaire là, elle est bien parce que quand tu as un métier à côté, ou quand tu as une famille, ou quand tu peux pas, en fait c'est compliqué de gérer ça. Ça te permet toi d'acheminer un peu ton planning comme tu veux. Donc j'ai choisi pour moi, parce qu'à ce moment j'ai commencé, j'étais encore militaire, mais j'étais vers la fin. C'était le meilleur compromis pour moi de partir sur un modulaire, et ensuite c'était surtout financièrement très intéressant. Oui. Voilà. Et en plus j'avais déjà un PPL, donc j'avais déjà mon expérience PPL avant, qui n'était pas moindre, mais voilà. Et je me décide de me lancer dans le modulaire. D'accord. Voilà. Alors, combien ça t'a coûté cette première partie pour l'ATPL théorique? Alors juste si on parle juste d'ATPL théorique, je pense que j'en ai eu pour à peu près 2 500 €. Voilà. D'accord. Si on parle juste vraiment de l'ATPL théorique. Là, tu pars en révision, donc tu fais ça chez toi pendant combien de mois? Alors je m'inscris dans une école, parce que dans tous les cas, tu es obligé d'être inscrit dans une école, dans un ATO. Je m'inscris dans une école à Brest, voilà, qui fait le cursus professionnel. Je m'inscris dans cette école-là, mais je décide de faire ça à distance, parce que comme j'étais déjà dans l'armée à ce moment-là, j'ai décidé plutôt de le faire en modulaire. Malheureusement, j'ai pas commencé à bosser pendant que j'étais militaire, parce que je suis beaucoup parti en mission la dernière année. C'était compliqué, et je me lance vraiment dans la TPL à travailler tous les jours à partir du moment où je quitte l'armée. Voilà. On parle de ça, on était début 2023. Tu tournes une page en fait. Voilà, je tourne une page et j'en ouvre une autre. Aussitôt, donc j'étais au chômage, forcément à ce moment-là. J'avais droit au chômage, j'avais 2 ans de chômage. D'accord. Donc ce qui m'a arrangé, parce que ça m'a permis de pas trouver un métier, enfin trouver un boulot à ce moment-là. Et je me dis, profites-en, t'as le chômage, maintenant il faut que tu bosses ton ATP, donc tu vas faire ça chez toi tranquillement, en modulaire, et tu avances à ton rythme. Et tu as eu des aides, par exemple, puisque, ok, tu as touché le chômage pendant les 2 ans, mais est-ce que le France Travail, maintenant, ils t'ont donné des aides pour payer le financement de cette Écoute, formation? non, malheureusement, j'ai pas eu de financement, parce que il faut dire que la formation pilote, elle est très chère, voilà. Et j'ai malheureusement pas eu d'aide du côté de France Travail pour faire ce métier-là. D'accord. Donc en fait, je me suis tout financé, bon, en partie avec mes parents, parce que c'est eux qui m'ont aidé, et heureusement qu'ils m'ont aidé. Et je les remercie, parce qu'aujourd'hui, je serais pas là grâce à eux. Voilà. Donc non, c'est vraiment un financement personnel de A à Z. D'accord. C'est important de le dire aussi pour les personnes qui vont faire la Ouais. même chose, hein. Alors, donc là, tu passes ton ATPL, donc pendant combien de mois? Est-ce que ça a été dur pour toi? Alors à partir du moment où je me lance, j'ai mis 10 mois. 10 mois pour passer à TPL, ce qui peut être plutôt long pour certains et court pour d'autres. Ça a été très compliqué, parce que je disais, tu travailles tout seul. Donc en fait, il faut te trouver une méthodologie à apprendre. Et quand c'est comme ça, je pense que tout le monde y passe. On essaye de demander un peu à tous ceux qui sont passés avant nous, comment tu as fait pour travailler, comment tu bossais, est-ce que tu bossais de temps à temps, combien de temps tu travaillais par jour. Donc j'ai fait cette recherche-là, demander un peu à tous les gens que je connaissais comment ils avaient fonctionné. J'ai essayé un peu les techniques de chacun, et il y a un moment où tu te rends compte que c'est soit pas fait pour toi, soit on est tous différents, donc il faut s'adapter. Et j'ai adapté le système à le système qui me convenait le mieux, en tout cas. Et je travaillais tous les jours. Donc je bossais toujours, ça partait du matin vers 9-10 heures, avec une pause le midi quand même pour manger. Et je repartais l'après-midi avec une pause en fin de journée vers 17 heures, et je travaillais le soir jusqu'à 22 heures, 23 heures. Et beaucoup plus tard, quand on arrive vers les examens, parce que on a le stress, on a la pression, donc on travaille jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, pour être sûr d'être au point le lendemain. Ouais, c'est quand même une sacrée discipline, hein. Ben, c'est une discipline qui est importante, je pense, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Clairement, on peut pas. C'est une formation qui demande trop d'énergie, en fait, on a tellement de choses à apprendre. La TPL, c'est 13 matières maintenant. Avant, c'était 14, maintenant c'est 13.
avec un module qu'ils ont rajouté, le 100 KSA. Mais c'est 13 matières. Donc c'est 13 matières avec donc on a de l'aérodynamique, on a de la météo. En fait, on fait tout. En fait, il faut savoir que quand tu fais pilote, il faut que tu saches faire de la météo, du facteur humain, parce que forcément on travaille en équipage, donc il faut savoir comment agir, voilà, on a tous des caractères différents. Puis on va le voir dans ton futur métier, ça va te servir Exactement. énormément Tout en à fait. fait. Voilà. Donc on a vraiment plein de matières différentes. On a de la règle de l'air, enfin tout ça. Donc toutes ces matières-là, c'est des bouquins qui font minimum 400-500 pages au minimum, et il faut engranger toute cette matière-là. Et ça demande une énergie qui est incroyable parce que c'est une masse d'informations qui est immense. Et alors quand ça fait longtemps que tu es sorti du système scolaire, c'est très complexe. Donc le temps que le cerveau un peu se remette en branle, et aussi euh, pour des bases que j'avais pas, parce que j'ai fait un bac pro. Donc il y a des bases en maths que j'avais pas forcément. Donc j'ai dû me remettre un peu au niveau avant parce que forcément il a fallu se remettre. Bon voilà, tout est faisable, il faut juste bosser un petit peu, enfin beaucoup. Et ça l'a fait, mais oui, j'ai mis 10 mois, donc ce qui peut être assez long en temps normal, mais en fait ça demande un investissement personnel qui est immense, quoi. Voilà. En fait, c'est pas impossible, il faut juste être très C'est pas motivé, très impossible. Voilà. Si j'ai discipliné. réussi, c'est que n'importe qui peut y arriver. Ça demande vraiment beaucoup de travail, de la discipline, parce que c'est vraiment le maître mot de ça, et être assidu. Voilà, c'est vraiment super important de ce côté-là. Je pense que ça, c'est une bonne chose à retenir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se fixent des limites parce qu'ils pensent pas avoir les capacités n'ayant Je pas de pense bac que ouais, c'est ça. général déjà. Ouais. En fait, on se fixe nos propres limites, et il y a aussi le système qui fait que je pense que les gens sont en train d'en prendre conscience un petit peu, mais avant, on visualisait souvent les pilotes comme voilà, il faut faire maths sup, maths spé, il faut avoir des niveaux, chose que je n'ai absolument pas. Mais il fallait, tout le monde pensait qu'il fallait avoir faut être ingénieur, voilà. Alors absolument pas. Aujourd'hui, avec un bac, on peut être pilote même. Donc, il y a certaines écoles qui demandent des prérequis d'avoir un bac minimum. Je pense que oui, c'est le minimum à avoir. C'est pas infaisable dans leur sens, mais certaines écoles demandent vraiment le bac au minimum. Mais ça veut pas dire que il faut que tu partes après dans des études beaucoup plus supérieures. Forcément, plus on a d'études, mieux c'est, même pour après, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Surtout que l'aviation, c'est un métier qui est vraiment en dents de scie. S'il y a une crise ou quelque chose, ça peut être assez compliqué. Donc, il faut toujours avoir un backup derrière. Mais avec un bac, c'est largement faisable. Ça demande juste beaucoup de discipline, beaucoup de dons de soi et de travailler. Vraiment, Oui. c'est surtout ça. Bon, bah, déjà, ça, c'est un très beau message pour les personnes qui doutent et à ce moment-là, qui se posent la question s'ils sont capables. Je C'est pense que ça. tu vas pouvoir inspirer déjà pas mal de personnes Bah, sur ça. j'espère. Bah, si je suis là aujourd'hui, voilà, c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Il suffit juste d'y croire et de se donner les moyens, et après de se lancer. Bon, alors, t'as ce fameux ATPL au bout de 10 mois. Donc là, je pense que tu fais la fête. Et après, qu'est-ce qui se passe? 10 mois où j'ai mis ma vie de côté. Ouais. Voilà, ça, je pense que les gens qui ont passé la TPL se reconnaîtront. C'est une partie où toute la partie ATPL, c'est la partie la plus qui demande le plus d'énergie. Et c'est une partie où tu mets un peu ta vie de côté. Donc tout ce qui est vie sociale, tout ça, tu fais un peu de sport, mais il y a un moment où voilà, t'es vraiment focus dans ce que tu fais. Donc la TPL passe, 10 mois, enfin, délivrance, meilleur moment qui arrive, donc la partie pratique. Je m'étais inscrit. Alors pendant la TPL, j'arrivais à la fin de mes modules. À ce moment-là, je commence à regarder pour une école pour faire la partie pratique. Donc je cherche. Dans l'idée, pour moi, je voulais pas rester en France. D'accord. Je voulais partir à l'étranger. Voilà. Pour moi, c'était plutôt parce que pour l'anglais déjà, parce que c'est très important. J'ai déjà eu un échec pour ça dans le passé, donc c'est dans l'armée, mais voilà. Mais l'anglais, c'était vraiment très important, et ça permettait déjà d'être imprégné dans le système. Oui, Donc l'anglais, c'était vraiment la meilleure solution de partir à l'étranger. C'était au moins t'es immergé, et ça te permet d'être à fond dans tout. Du coup, tu vas à l'étranger pour une question d'anglais et aussi une question financière, puisque du coup, t'en as eu pour combien? Voilà, donc je suis à l'étranger, donc comme tu l'as dit, pour l'anglais, pour être vraiment immergé dans la langue étrangère, dans l'anglais, vraiment être purement dedans. Et question financière, voilà. L'école, elle m'a coûté 29 000 euros. Voilà. D'accord. Donc vraiment, si je parle vraiment que de l'inscription pure, à savoir qu'on était logé. Donc, toute la partie pratique, donc ça comprend le CPL, l'IR, donc ME parce qu'on a fait toute notre formation sur multimoteur, sur DA42, et la partie UPRT. Voilà. Donc ça, à peu près entre 29 et 30 000 euros. Voilà. D'accord. Alors du coup, c'était quoi ton rythme une fois là-bas sur place? Alors le rythme sur place, déjà, ce dont j'avais pas parlé, c'est que j'ai aussi choisi cette école parce que le cursus est plus court. Donc c'est le même cursus mais en plus condensé, donc c'était 2 mois.
À savoir que si tu vas dans d'autres écoles, il y a la plupart des écoles, c'est une formation qui est entre 4 et 6 mois juste pour la partie pratique, mais ils ont beaucoup plus de personnes par promotion. Voilà. Donc, nous, il faut savoir qu'on était 4 personnes par promo, ce qui fait que ça allait plus vite. Et dans l'école, on était 2 promos, donc 2 promos de 4. Donc tous les mois, il y avait une promo qui partait, une qui arrivait. Ce qui fait que le cursus est beaucoup plus rapide, mais vraiment très condensé parce que tout ce qu'on fait en l'équivalent de 4 ou 6 mois, on le fait en 2 mois. Ce qui fait que pour nous, on avait un rythme qui est assez soutenu où on fait les premières parties, où c'est la partie le class rating, ce qu'on appelle, c'est on apprend à découvrir l'avion. Donc, sur le DA42. Donc là, on volait quasiment tous les jours. C'est 4 heures de mémoire, je sais plus. On va dire Voilà. environ, quoi. Ouais, Les gens voilà. vont comprendre Environ que 4 tu heures. racontes Exactement. sans les détails. Donc c'était environ 4 heures de formation sur l'avion. Ensuite, on fait la partie IFR. Donc là, on fait les basiques de l'IFR. Donc là, on passe au simu. On fait des heures de simu. Ensuite, on revient sur l'avion pour mettre en pratique ce qu'on a fait dans le simu en vol. On fait la partie, le temps imparti pour cette section-là. Ensuite, on revient encore au simulateur pour la partie toujours IFR. Mais là, on va apprendre toutes les procédures, comment faire chaque procédure, des ILS, enfin des VOR, enfin tout ça. Toute la partie vraiment pure IFR. Voilà. Et en termes de rythme, ça fait qu'on volait quasiment tous les jours. Que ce soit vol ou simu, on était tous les jours sollicités. Voilà. Ce qui peut être différent d'une école où tu fais ton cursus en plus de temps, où tu peux peut-être faire 2-3 vols par semaine et encore. Oui. Nous vraiment, on était sollicités tout le temps, donc on avait pause le week-end quand même, mais de manière générale, on était tous les jours soit au simu, soit en vol. D'accord. Ce qui fait que la formation est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus condensé. J'ai une petite question, mais alors c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent, mais ça existe. Comment tu as fait pour choisir ton école? Puisqu'en fait, il y a énormément d'arnaques aussi, Ouais. on n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que tu as eu peur aussi de te faire avoir? T'as fait comment? Bah écoute, je me suis renseigné. L'aéronautique, je pense que c'est vraiment une famille. En fait, donc que tu sois dans n'importe où, c'est l'aéronautique, c'est vraiment une famille. Donc en fait, on est tous dans le même bateau et on s'entraide tous. À savoir que j'ai rencontré pas mal de personnes via les réseaux sociaux, via plein de choses, via les aéroclubs. Et quand tu rencontres des personnes qui ont déjà fait ce cursus-là, ils ont déjà un rétex sur ce qui s'est passé, sur leurs écoles, sur ce dont ils ont entendu parler. Et je me suis renseigné un peu partout. Donc j'ai eu aussi la chance maintenant. Alors je sais pas s'il existe encore, mais il y avait des groupes WhatsApp. CPL IRME, je crois, MCC, le nom du groupe. On le mettra juste ici si tu le retrouves. C'est ça, exactement. Donc voilà, ça c'est un groupe où tout le monde échange, voilà, de son expérience, ce qu'il a vécu de bien, de pas bien, s'il conseille pas de par l'expérience qu'il a eue sur cette école-là. Et donc moi, ça m'a permis déjà de faire le tri sur ce qui était bien, ce qui était pas bien. Ce qui est important, c'est d'aller visiter les écoles aussi, d'être sur place. Quand ça à l'étranger, t'as fait comment? Alors, je donne l'expérience, mais pour le coup, moi, je l'ai pas visité. Je me suis vraiment basé sur ce qu'on m'a dit. Et j'avais eu de très bons retours sur l'école, sur tout ce qui se passait là-bas, sur la qualité de l'instruction, sur le fait que c'était rigolo, que l'école allait bien, parce que c'est important de savoir si l'école est saine, savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de frais, enfin tu vois. C'est vraiment c'est important de se renseigner sur ça, voilà, sur un bilan de chiffre d'affaires, enfin tout ça. Oui, Et ça, c'est des trucs qu'on peut des fois retrouver sur les sites internet parce que c'est publié. Donc c'est vraiment important de se renseigner sur tout ça parce que forcément il y a des écoles qui font faillite, malheureusement il y a pas longtemps, et on est jamais à l'abri, on est de savoir si une école va bien ou pas. Donc c'est vraiment important d'avoir le plus d'informations possible pour pas se faire arnaquer d'une, parce que c'est quand même un gros investissement, et aussi pour le cursus personnel de savoir si c'est une bonne école, si ce sera plutôt attisé par la suite ou pas. Du coup, là, tout se passe bien, ta formation aussi. Ouais. Tu reviens en France, diplômé. C'est ça. Je reviens en France, je finis tout ce qui est CPL, IRME, l'UPRT aussi, que j'ai fait là-bas. Je reviens en France. Ensuite, il y a une dernière partie, ce qu'on appelle l'MCC. La MCC, c'est Multi-Crew Coordination. Donc, j'ai fait une APS MCC. Donc, je reviens en France de mémoire 3 semaines. Et je repars. Donc, j'ai fait ma MCC en Irlande. Voilà, c'est 17 jours. Ouais. Donc là, on apprend à travailler en équipage. Parce qu'il faut savoir que toute notre vie de pilote, entre guillemets, au départ, on apprend à être tout seul. On est tout seul, on est toujours avec un instructeur à côté. Donc, en fait, tu fais toutes les actions dans l'avion toi-même. La MCC, justement, elle va venir un peu contre-organiser tout ça, parce que là, on t'apprend à répartir les tâches, ce qui est pas du tout naturel au premier abord, parce que on a toujours l'habitude d'être dans un avion et de tout faire nous-mêmes, les volets, enfin tout ça, la radio, parler
Alors que là, vraiment, la MCC, c'est vraiment, ça t'apprend vraiment à travailler en équipage. Ce que t'apprends pas forcément au tout début. Donc, ça permet déjà de se visualiser, de savoir un peu comment on réagit dans un cockpit, de savoir laisser un peu de recul. Chacun a ses tâches. Chacun a ses tâches dans l'avion. En fait, il y a, dans un avion, en général, c'est un pilot monitoring, un pilot flying. Donc, PM, PF. Le pilot flying, comme son nom l'indique, il pilote l'avion. Voilà, il s'occupe de la trajectoire. C'est lui qui décolle, qui atterrit. Et le pilot monitoring, lui, c'est celui qui s'occupe de la radio, de faire les calculs de carburant, de vérifier que tout se passe bien, tout ce qui est annexe, on va dire, de si jamais le pilot flying a besoin de quelque chose, il demande au PM. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la répartition de tâches. Et t'apprends ça justement en MCC. Et t'es aussi sur un avion de ligne. Voilà. Moi, pour ma part, je l'ai fait sur Boeing, sur le 737, qui est un avion incroyable aussi. Et voilà, t'apprends à se répartir. Donc, on a des simulateurs à faire. On a 40 heures de mémoire de simu. Et 40 heures, on va apprendre à faire des procédures, savoir comment ça fonctionne dans un avion, qui doit faire quoi, quand est-ce qu'on doit le faire, la radio, tout ça. Et en fait, on met en pratique ce qu'on a appris pendant le CPL, tout ce qui est partie FR, mais en apprenant à se répartir les tâches. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus un instructeur à côté, on a un collègue, clairement, qui lui a sa responsabilité et moi j'ai mon domaine de responsabilité. Voilà. Et on n'empiète pas dans le domaine de l'autre. Voilà. Donc, on apprend ça. Oh bah ça c'est super Voilà. intéressant. Tu fais ça pendant tes 2 semaines, c'est ça? Voilà, c'est ça. Une fois que t'as ça, tu retournes en France et là tu vas passer à l'étape. Souvent on pense que ça va être très simple, mais pas du Voilà, tout. On nous a bien exactement. menti sur certaines choses. Il faut savoir que, alors pour moi, je pense que certains seront d'accord avec moi, la partie la plus compliquée, c'est l'ATPL, parce que ça prend une ressource énorme. Ensuite, il y a la partie super cool ou la partie vol, où là, voilà, on est vraiment On dans s'éclate. tout ce dont on a appris, tout ce qu'on a appris, vraiment le restitue. Et ensuite, la deuxième partie la plus compliquée, c'est la recherche d'emploi. Là, c'est là que ça devient très complexe, parce que en fait, cette formation-là, il faut savoir que quand tu passes en modulaire ou en intégré, c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que tu payes une certaine somme, tu te formes, mais tu sais pas si tu auras un boulot derrière. Et c'est là que commencent, alors pas les problèmes, mais l'angoisse, tout ce dont on n'a pas conscience avant de commencer ce cursus-là. Et là, je pars pour entre guillemets, un périple de 6 mois. Ouais, donc même là, financièrement, une fois qu'on a passé toute la partie théorique et pratique, il faut encore qu'on puisse tenir pendant, souvent, ça va être entre 6 mois à un an pour trouver C'est un ça. boulot. Donc il faut penser à cette partie-là aussi, du coup. Exactement. Ça, en fait, c'est une partie auquel on pense pas du tout. Mais pour ma part, alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais encore au chômage. Donc j'avais encore un salaire qui me permettait de vivre à côté, mais ça me permettait pas de tenir indéfiniment. J'avais 2 ans de salaire, donc de chômage, donc il fallait que je trouve un boulot avant que mon chômage termine ou au maximum une fois que ce sera terminé. Donc il a fallu 6 mois à peu près, ce qui a été plus ou moins rapide. Ça peut mettre beaucoup plus de temps, comme tu disais, ça peut mettre 1 an, 2 ans. Euh, je passe des sélections. Donc alors j'envoie des CV partout. Oui, comment ça se passe? Il faut savoir que j'ai jamais envoyé autant de CV dans ma vie. Donc tu fais des CV, tu essaies de personnaliser un peu tes CV pour chaque compagnie, pour que ça fitte bien avec la compagnie, ce que ça représente. Et j'envoie une centaine de CV peut-être, un peu partout. Donc je me renseigne, je regarde sur Internet, sur LinkedIn, les connaissances, si les bouts de couloir aussi, savoir que tiens, il y a une compagnie qui recrute et qu'on peut envoyer un CV. J'envoie des CV un peu partout. Et là, l'attente commence. Voilà. Ouais, parce que toi, à ce moment-là, t'as personne qui peut, entre guillemets, te pistonner dans une compagnie comme C'est certaines ça. personnes, et à qui ça arrive très vite, du coup, mais il faut pas l'oublier que la réalité des choses, si on ne connaît personne, Exactement, c'est c'est ça. compliqué. C'est très compliqué. Donc là, se suit un processus d'attente. On t'envoie des CV. Il faut savoir qu'un CV, ce qui est compliqué quand tu postules pour une compagnie en tant que pilote, il faut savoir qu'on est beaucoup de pilotes. Donc quand je dis beaucoup, ça se résume pas par exemple une ville, juste une ville. On ne sait pas quelqu'un qui va postuler juste pour une ville, comme on peut postuler pour un autre métier. Là, quelqu'un postule pour une compagnie, on va être des milliers parce qu'on est des gens de toute l'Europe entière, enfin peut-être du monde entier s'ils ont une licence EASA en tout cas. Donc on va avoir des gens de plein de pays différents qui vont venir postuler pour une compagnie. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence avec 20 personnes, on est en concurrence avec des milliers de personnes. Donc les compagnies, les CV, ils en reçoivent à l'appel. Donc forcément, pour réussir à sortir son épingle du jeu, c'est assez compliqué. Donc des fois, tu peux envoyer un CV, mais tu sais que ton CV il sera jamais lu. Il t'aura peut-être jamais de réponse, ce qui est souvent le cas. Et c'est là que c'est compliqué parce que tu te dis, j'envoie mon CV, mais j'ai pas de nouvelles.
et je relance, j'ai zéro nouvelle. Et des fois, t'envoies ton CV et 1 minute après, on te dit ouais non, votre candidature n'a pas été retenue. Et ça fait mal Oui, normalement. parce qu'en fait, tu sais que la compagnie ne s'est même pas donné la peine d'ouvrir ton CV parce qu'ils ont plein de gens, donc forcément, c'est très compliqué. Donc j'ai fait ça, j'ai envoyé plein de CV, j'ai eu des réponses positives, négatives. Donc positive, tu t'es appelé pour une sélection. J'ai eu la chance d'être appelé pour une sélection. J'ai commencé à postuler en octobre parce que le temps que je reçoive ma licence, il a fallu 3 mois à peu près tant que je reçoive ma licence parce que tu peux pas postuler si t'as pas ta licence Oui, déjà, il faut papier. attendre aussi Voilà. déjà le Donc ça délai. aussi c'est un peu long suivant les périodes de l'année, ça peut être très complexe. Donc je reçois ma licence 3 mois après et là ça y est, je me dis c'est bon, j'envoie tous mes CV. Donc j'envoie mes CV, je postule un peu partout et réponse positive d'une compagnie qui me dit bah, votre candidature a été retenue, venez passer des sélections, un assessment donc pour la compagnie, vous êtes appelé tel jour et vous venez passer la sélection. Voilà. Donc là commence, du coup, je me prépare pour les sélections. Et deuxième entre guillemets problème, c'est que on pense pas aussi à ça, c'est que donc ta formation tu la payes, donc voilà, une fois que tu as payé toute ta formation, tu as la partie auquel tu penses pas au tout début, c'est-à-dire qu'il va falloir financer un entraînement au simulateur parce que tu peux pas te présenter dans une compagnie sans être entraîné quand tu passes un simulateur, donc il faut être entraîné. Ça, il faut compter à peu près 1 500-2 000 euros, ça dépend ce que tu fais, en fait, ça dépend de l'avion. Si tu as Oui. une compagnie, si tu postules pour une compagnie, par exemple, qui est sur 737, 320, peu importe, tu vas arriver, forcément, il te faut faut que tu aies un peu l'habitude d'être dans l'avion. Au moins savoir où sont les boutons, savoir comment appréhender la sélection. Donc tu vas t'entraîner dans un simulateur que tu payes, forcément. Ça, Voilà. on n'en parle pas, ça. Et ça, on n'en Faut parle pas se pas. Mais cacher. c'est super important parce que tout ça, c'est des frais qui sont en plus de la grosse enveloppe que tu payes, que ce soit 30 000, 40, 50, peu importe. En plus de cette grosse enveloppe-là, il va falloir penser à ça. Donc, c'est-à-dire s'entraîner sur le simulateur en question, payer ses billets d'avion. Oui, c'est vrai. Quand Voilà. Parce t'as été en que Belgique, toi, il me semble, j'étais en hein. Belgique, exactement. Très bonne mémoire. Donc, j'étais en Belgique. Là, il faut payer l'hôtel. Parce Eh oui. qu'en général, la plupart du temps, on te paye pas l'hôtel. Donc, il faut payer ton transport, ton hôtel, ton entraînement simulateur. Donc, suivant le nombre d'heures que tu prends, moi, je sais que j'avais pris 4 heures de mémoire. J'en avais eu à peu près pour 1 500 euros, ce qui est un budget énorme. Toujours en n'étant pas sûr d'être pris. Très important. Oui. Et voilà. Donc le billet retour, tout ça. Donc malheureusement, ça l'a pas fait pour cette fois. Donc c'était un investissement qui, on va dire, qui a pas été vain, mais ça a pas marché. Qui était très cher quand même pour un Très cher entretien. pour un simulateur qui a duré 12 minutes à tout casser. Effectivement. Voilà. Donc tu passes au simulateur, donc ça passe pas à ce moment-là. Ok, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Faut réussir à digérer là Il y aussi, en a mais beaucoup qui abandonnent aussi à cette phase-là, en il y en fait. a beaucoup qui abandonnent parce que pour les problèmes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu as une famille ou quand tu as besoin de payer ton loyer, Oui. faut que tu payes ton loyer, donc il te faut une rentrée d'argent. Tu peux pas te permettre de pas travailler, de pas avoir d'entrée d'argent. Donc faut payer ton loyer, faut vivre à côté parce que c'est important. Et il faut essayer de chercher du boulot à côté. Donc parfois c'est tellement long que les personnes arrêtent parce qu'elles elles arrivent plus à subvenir. Et il y a un moment, il faut trouver ce qu'on appelle un job alimentaire ou se remettre dans un boulot qu'on faisait avant. C'est qui est très compliqué. Voilà. Donc t'es choix une sélection, ok. Tu te relances, tu pars dans d'autres sélections. Pareil, tu va falloir que tu te prépares pour pas que tu postules pour une compagnie qui a un autre style d'avion que tu n'as jamais fait. Bah pareil, il faut s'entraîner. Donc c'est encore l'hôtel, tout ce que je citais tout à l'heure. Le simulateur, encore une enveloppe. En fait, c'est de l'argent que tu envoies, mais tu sais pas si tu auras un retour. Oui. Pas du tout. Donc c'est assez frustrant et c'est une chose qu'on ne pense pas au départ. Vraiment, moi, si on me l'avait dit dès le départ, je me serais peut-être pas lancé. Et encore, Ça t'aurait freiné peut-être. ça m'aurait peut-être freiné. Et je pense que j'aurais encore plus réfléchi que je ne l'ai fait déjà. Tu vois. C'est un bien pour un mal, parce qu'en soi, ça t'a pas découragé, mais il faut Ouais, voilà, aussi c'est dire ça. la réalité des choses, parce qu'il y Exactement. en a qui se font avoir. Mais Et puis c'est toute une vie, enfin, c'est un budget. c'est toute une vie, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet de toute une vie, c'est un rêve, enfin voilà, c'est plein de choses. Et parfois, il y a des personnes qui sont super passionnées, mais malheureusement, aujourd'hui, la passion, ben, elle fait pas tout. Alors oui, elle t'aide à passer tous tes examens, voilà. La grosse Ça, partie aussi, oui. exactement, c'est une grosse partie et ça te motive vraiment. Mais après, il y a la réalité du marché. Et la réalité du marché, c'est que, ben, elle est là. C'est qu'en fait, on est énormément et il n'y a pas beaucoup de postes. Voilà. Donc, il faut réussir à avoir une sélection et après, ben, donner son maximum pour être pris et rentrer dans la compagnie. Voilà. Donc là, tu passes pas mal des CV, tu fais des sélections, et C'est ça. alors, du coup, au bout de Alors, 6 mois, je passe ma sélection, j'échoue, je reviens, on essaie de retrouver un peu le moral, on se ressaisit. Entre-temps, j'avais toujours des CV qui étaient envoyés dans toutes les compagnies.
mais rien. À ce moment-là, j'avais des connaissances qui étaient en aviation d'affaires, parce que tous les CV que j'avais postés étaient dans l'aviation en ligne. D'accord. Donc je me dis, pourquoi pas la faire? Tu Pourquoi pas avais la pas faire? pensé au Donc, début? pardon? Tu avais pas pensé au début? J'y avais pas pensé spécialement parce que en général, on pense pilote de ligne, on se dit, bah il y a que les gros avions blancs, voilà, c'est pilote de ligne. Mais il y a pas que, il y a pas que l'aviation de ligne commerciale, il y a l'aviation d'affaires aussi. Sur des jets privés, sur peu importe, ce qui est une aviation totalement différente parce que c'est vraiment pour une seule personne ou pour un ou deux personnes, mais c'est pas un réseau si tu veux. Tu peux aller n'importe où, tu peux te déployer n'importe quand. Donc il y avait ce système-là aussi qui aurait pu me plaire. Donc je me dis pourquoi pas passer une qualification sur CJ, citation. Voilà, parce que des retours que j'en avais, le monde de l'affaire, ça allait un peu plus vite pour les processus de sélection. Mais c'est aussi à double tranchant parce que l'affaire, c'est si tout va bien, si tu connais un peu de monde, tant mieux. Mais si je sais pas, si t'es un mauvais élément, ou tout peut se savoir et toutes les infos tournent dans tous les Très cas. rapide. Voilà, ça peut être très rapide. Donc ça peut être bien comme pas bien. Donc je me dis, je vais passer une qualification. Donc j'ai passé une qualification de type sur CJ citation que j'ai faite à Cannes. Donc là je me relance, ce qui veut dire que ce qu'on appelle une QT sèche, finalement, c'est-à-dire que tu payes ta formation sans avoir de compagnie. Ok, donc tu Deuxième risque que tu peux, re-investis. ouais voilà. En fait, tu peux faire ça, pareil pour tu peux faire ça sur Airbus ou Boeing, peu importe, sans avoir de compagnie, mais c'est risqué. Enfin, c'est très risqué parce que tu envoies, pareil là, de mémoire, j'en ai eu pour 23 000 euros, tout compris entre la formation et le vol en lui-même. Ok. Donc, je me lance dans ça, toujours en étant pas sûr d'avoir un job derrière. Je me lance, mais il y avait quand même beaucoup plus de chances de trouver un job parce que il y avait quand même, ça allait beaucoup plus vite dans les processus. Voilà. Donc je me dis, allez, je me lance. Tant pis. Financièrement, c'est un gros coup quand même. Oui. Voilà. Très important. Pas tout le monde peut le faire. Certains se lancent sur des crédits, et voilà, pareil. Un crédit, il faut le rembourser. Donc, une fois que tu as payé, ben, si t'as pas de job, faut rembourser ton crédit. C'est une pression, hein. Exactement. Par chance, j'ai pas eu en arriver là. Mais c'est une somme qui est importante. Donc, je me lance, je fais ma qualification. Je l'ai. À la fin, je fais mon vol. Et ensuite, je vais postuler, du coup, dans un autre domaine, l'aviation d'affaires, mais sur des compagnies qui ont des CJ. Je postule, j'envoie quelques CV, et là, j'ai des retours assez rapides. Voilà, étonnamment, parce que j'espérais fortement, mais j'ai des retours quand même qui sont assez rapides, positifs, négatifs, et j'ai eu des retours positifs. Voilà. Là, ça fait du bien déjà. Donc là, ça fait du bien. Tu te dis, j'ai payé une formation, et en plus, j'ai des retours assez rapidement, sachant qu'il y avait encore toujours des CV dans la nature pour la partie ligne commerciale. Je postule. J'ai des retours, je suis appelé en sélection, voilà. Et là, j'ai la chance, par l'intermédiaire du centre où j'ai passé ma qualification, d'être appelé pour la compagnie pour laquelle je suis actuellement, Oyonnax, qui, grand paradoxe, n'a pas d'avion sur lequel j'ai passé ma qualification. Ah. Voilà. Comme tu peux le constater, Effectivement. voilà, ce n'est pas un CJ, c'est un Piaggio, voilà, on fait italien, et je suis appelé pour venir pour passer un entretien dans cette compagnie. Et au fur et à mesure, il se fait que j'ai été pris ici. Voilà, je suis Oyonnax actuellement. D'accord. Ouais, et puis là, on passera sur la deuxième partie de la vidéo où là, on parlera de ton métier C'est ça, actuel. exact. Mais déjà, sur cette première partie, ce qu'on a pu voir, c'est vraiment la persévérance que tu as. Ouais, Fait c'est important. Je pense que il y a plein de choses dans la vie qui font que quand tu décides de faire quelque chose, alors je l'entends, il y a la partie financière qui peut être très compliquée et ça peut forcément freiner un projet de toute une vie parce qu'on n'a pas tous forcément les moyens de pouvoir faire ça. Et moi, je remercie encore mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu être là sans eux. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui ont pu m'aider dans mon projet, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc c'est vraiment un ensemble voilà, de passion, de détermination, d'avoir les moyens aussi de le faire quand tu passes pas par les grandes écoles. Et voilà, après, il faut persévérer. Quand on a décidé de faire, enfin, je sais que pour mon cas, en tout cas, quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me voyais vraiment pas aujourd'hui être ailleurs que dans un cockpit. J'ai toujours été passionné par ça. Même mes collègues, quand j'étais militaire, ils savaient que j'étais fait pour ça et que je voulais pas faire autre chose que ça. Donc, je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais le faire et puis voilà, ça a fini par payer. Ben oui, et bravo pour ta détermination. Merci. J'espère que ça va aider plein de personnes qui vont se reconnaître aussi en toi, qui vont se dire, ben moi aussi, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. Exactement. Voilà, faut pas lâcher, faut persévérer et quand on veut quelque chose, on finit toujours par l'avoir, dans tous les cas.
Et ça, c'est magnifique. Bon, en connaissant aussi la réalité des choses, c'est pas un parcours super simple. C'est pas un parcours simple. Ouais. Il y aura plein de petits bâtons, mais en soi, tout est possible. On peut le voir avec toi à 35 bientôt. 35 Ça me ans. fait mal de le dire, mais À ouais, bientôt. 34 ans, Ouais, c'est bientôt. ça, voilà, 34 ans, exactement. Tout à À fait. 34 ans, tout est possible. C'est ça, on peut partir sur une carrière et puis repartir sur une deuxième. Voilà, une reconversion totalement. Moi, je suis parti sur une reconversion et puis je me suis relancé dans les études, dans tout ça et puis voilà, ça l'a fait. Et puis ça le fera pour plein d'autres gens qui décideront de se lancer. Faut être patient. C'est vraiment un métier de patience. C'est très important. Et de persévérance, hein, surtout. Et de persévérance. C'est de la passion, de la persévérance, de la passion parce que ça va avec. Oui, quand même. Mais faut persévérer et un jour ou l'autre, ça finit par payer. Voilà. Et maintenant, après, on a le plus beau bureau du monde. Et là, t'es vraiment le plus content du monde. Et là, je suis le plus heureux. En fait, j'ai pas l'impression de travailler aujourd'hui. Oui. En fait, je vais pas travailler, je vais voler. Oui. C'est la différence, elle là. C'est que je vais pas travailler, je vais prendre l'avion et puis voilà. Alors forcément, c'est un métier, hein, on est d'accord. Mais j'ai pas l'impression de me dire, bah tiens, je vais aller travailler. C'est aujourd'hui, je fais ma passion tous les jours. Je crois que c'est le but de faire un métier de rêve. C'est ça, les métiers passion, exactement. Fais un métier qui te plaît et tu auras plus jamais l'impression de travailler. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est ça. Et ben en tout cas, je te remercie pour cette première partie. Et merci à toi. Très inspirant. C'était un grand plaisir. Et puis on passe à la deuxième partie. Allez, c'est parti.